Nous sommes en 1856, au cœur du Mississippi, où l'air lourd et humide est saturé par l'odeur de la terre et le poids de la souffrance. Le soleil impitoyable frappe les vastes champs de coton qui cessent, étendent à perte de vue, un royaume blanc bâti sur le labeur noir. C'est le domaine du colonel Augustus Vance, un homme dont la stature imposante n'est que le reflet de son pouvoir absolu. Vétéran de guerre et l'un des plus riches propriétaires terriens de la région, il règne sur sa plantation avec une discipline de fer. Sa parole est loi, et son regard, froid et calculateur, suffit à glacer le sang de quiconque ose le croiser. Pour les esclaves qui travaillent ces terres du lever au coucher du soleil, la plantation Vance n'est pas un foyer, mais une prison à ciel ouvert où chaque jour est une lutte pour la survie. Le colonel a façonné ce monde à son image. Ordonné, brutal, et totalement dénué de pitié. Il considère son autorité non pas comme un privilège, mais comme un droit divin, et il n'hésite jamais à user de la violence la plus extrême, pour maintenir l'ordre et la productivité. Le colonel Augustus Vance est un homme obsédé par une seule chose, son honneur. Sa réputation dans le comté est son bien le plus précieux, une forteresse qu'il a construite au fil des ans, à travers des démonstrations de force et une intransigeance sans faille. Dans sa vision du monde, il n'y a pas de place pour la nuance, il n'y a que la loyauté, ou la trahison, la force ou la faiblesse. Sa famille, et plus particulièrement sa fille unique, Eleanor, N, échappe pas à cette logique implacable. Il ne la voit pas comme une jeune femme avec ses propres pensées et ses propres désirs, mais comme le prolongement de son héritage, un pion destiné à consolider son statut par un mariage avantageux. Toute forme de désobéissance est pour lui une insulte personnelle, une fissure dans l'aile, édifice de son pouvoir. L'idée même qu'un membre de son propre sang puisse sympathiser avec la cause abolitionniste est une abomination, une souillure qui doit être lavée de la manière la plus spectaculaire et la plus cruelle qui soit, afin de réaffirmer son contrôle et de dissuader toute future contestation. La découverte fut un choc cataclysmique pour le colonel. Apprendre que sa propre fille, Eleanor, utilisait sa position privilégiée pour aider des esclaves à s'enfuir via le chemin de fer clandestin, déclencha en lui une fureur froide et dévastatrice. Pour lui, ce haine était pas seulement une trahison, mais une humiliation publique insupportable. La punition ne pouvait être privée. Elle devait être un spectacle, une leçon gravée dans la mémoire de tous. Au petit matin, il la traîna hors de la grande maison, non pas vers le bureau pour une correction, mais au centre de la cour des esclaves, où tous étaient rassemblés pour l'appel. Devant les regards effrayés et silencieux, il la renia publiquement, la qualifiant de traîtresse à sa race et à son sang. Puis, se tournant vers Samuel, un esclave respecté et craint pour son intelligence et son esprit indomptable, il prononça la sentence glaciale. Elle est désormais à vous. Elle vit comme vous, travaille comme vous, qu'elle apprenne dans sa chair la valeur du monde qu'elle a choisi de trahir. Un silence de mort s'abattit sur la plantation, un silence qui confirmait le pouvoir monstrueux d'un seul homme. Si le début de cette histoire vous a captivé, n'attendez pas pour nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de l'acte terrible du colonel. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces récits puissants. Au lever du soleil, la réalité de sa nouvelle existence frappa Eleanor avec la violence d'un coup de poing. Poussée hors de la grande maison, elle fut conduite non pas vers les champs, mais vers la rangée de cabanes misérables où logeaient les esclaves. Ses vêtements de soie, déjà souillés par la poussière de la cour, semblaient grotesques dans cet univers de haillons et de désespoir. On lui désigna une place dans une hutte surpeuplée, où l'air était vicié, et l'espace à peine suffisant pour s'allonger. Les autres esclaves la regardaient avec un mélange de pitié, de méfiance et de peur. Pour eux, elle, N, était ni une alliée ni une ennemie. Elle était un présage, un rappel brutal du pouvoir imprévisible et absolu du colonel. Samuel, qu'elle reconnut comme l'homme à qui son père l'avait donné, se tenait à l'aile, écart, son visage une forteresse impénétrable. Il ne lui adressa pas un mot, mais son regard pesait sur elle, un jugement silencieux, qui était plus effrayant que n'importe quelle menace verbale. Elle était seule, dépouillée de tout, une étrangère dans le monde même qu'elle avait tenté de changer. La première journée de travail fut une torture conçue pour briser son corps et son esprit. On lui remit une houe lourde et grossière, et on l'envoya dans les champs de coton sous le soleil implacable du Mississippi. Ses mains, habituées à tenir des livres et des plumes, furent rapidement couvertes d'ampoules qui éclatèrent, laissant la peau à vif. Chaque muscle de son dos criait de douleur, une agonie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le contremaître, un homme brutal nommé Schofield, prenait un plaisir sadique à la harceler, la poussant à travailler plus vite,
se moquant de sa maladresse devant les autres. Depuis le porche de la grande maison, le colonel Vance observait la scène, un verre à la main. Il ne montrait aucune émotion, si ce n'est une lueur de satisfaction froide dans ses yeux. Il voulait qu'elle souffre. Il voulait qu'elle comprenne, par la douleur et l'humiliation, l'ampleur de sa trahison. Ce haine était pas seulement une punition, était une leçon publique, une démonstration de force destinée à graver la peur dans le cœur de tous ceux qui oseraient le défier. Le soir venu, épuisement était si total qu'Eleanor pouvait à peine se tenir debout. Elle reçut la même maigre ration que les autres. Un peu de bouillie de maïs et de la mélasse, un repas qui ne suffisait pas à apaiser la faim qui lui tordait l'estomac. Dans la cabane, le silence régnait. Les autres femmes évitaient, ne sachant comment se comporter avec l'ancienne maîtresse de la plantation. Était-elle un piège? Une espionne envoyée par le colonel pour tester leur loyauté? Son ancienne vie semblait être un rêve lointain. Un monde de confort et de privilèges qui n'avait plus aucun sens. L'isolement était une prison à l'intérieur de la prison, la coupant de tout contact humain. Elle était devenue une paria, rejetée par les siens, et crainte par ceux qu'elle avait voulu aider. Samuel continuait de l'observer de loin, son silence une énigme. Il ne montrait ni compassion ni mépris, seulement une attention intense, comme s'il cherchait à lire au plus profond de son âme pour y déceler la vérité. Ces histoires de résistance et d'injustice vous touchent? Aidez-nous à continuer. Prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et laissez un commentaire. Les jours se transformèrent en semaines, un cycle sans fin de labeur éreintant et de nuits sans repos. Le corps d'Eleanor commença à s'endurcir, sa peau à brunir sous le soleil, et ses mains développèrent des callosités pour se protéger. Le colonel Vance, la voyant s'adapter physiquement, comprit que la simple souffrance physique ne suffirait pas à la briser. Son objectif était de détruire son esprit, éradiquer la fierté et la conviction qui l'avaient poussé à le défier. Il se mit à lui infliger des humiliations plus personnelles. Il l'obligeait à nettoyer ses bottes boueuses devant les autres esclaves ou à servir à table lors de ses dîners, vêtu de ses haillons, comme un trophée de sa victoire. Chaque jour, il cherchait une nouvelle façon de lui rappeler sa chute, de lui faire sentir qu'elle était plus rien. Mais à sa grande frustration, Eleanor refusait de lui donner la satisfaction de la voir pleurer ou supplier. Elle accomplissait ses tâches avec une dignité silencieuse, son regard vide de toute expression, cachant la rage qui grandissait en elle. Le conflit atteignit son paroxysme lors d'une grande réception organisée à la plantation. Le colonel invita les propriétaires les plus influents du comté, désireux de réaffirmer son statut. Au milieu du dîner, il fit venir Eleanor. Sale, épuisée et vêtue de la tunique la plus usée, elle fut présentée à l'assemblée. « Voici ma fille », annonça-t-il d'une voix forte, un sourire cruel aux lèvres. Un exemple de ce qui arrive lorsque la sentimentalité l'emporte sur le sang et l'honneur. Elle a choisi de vivre comme eux, alors je lui ai accordé son souhait. Un silence gêné parcourut la salle. Tous les regards étaient tournés vers elle attendant une réaction, des larmes, un effondrement. Mais Eleanor se contenta de lever la tête. Elle fixa son père, ses yeux ne montrant ni peur ni honte, mais une flamme froide et déterminée. Dans ce silence pesant, un message muet fut échangé. Le colonel comprit qu'il n'avait pas brisé son esprit. Au contraire, il l'avait transformé. Il avait créé une ennemie qui, désormais, n'avait plus rien à perdre. La confrontation silencieuse lors du dîner avait scellé le destin d'Eleanor. Le colonel Vance, voyant que l'humiliation publique n'avait pas suffi à éteindre la flamme de défi dans les yeux de sa fille, sentit une rage froide et méthodique l'envahir. Il comprit que pour la briser véritablement, il devait s'attaquer non seulement à son corps, mais à son âme, à l'essence même de ses convictions. La simple servitude ne suffisait plus. Il lui fallait une punition qui la forcerait à affronter la futilité de sa rébellion, une situation si désespérée, qu'elle en viendrait à maudire le jour où elle avait osé sympathiser avec les esclaves. Son esprit calculateur élabora un nouveau plan, plus cruel et plus pervers que tout ce qu'il avait imaginé jusqu'alors. Il allait utiliser Samuel, l'homme qu'il avait désigné comme son gardien, non pas comme un simple surveillant, mais comme l'instrument direct de sa torture psychologique, transformant un potentiel allié en bourreau involontaire. Dès le lendemain, avant même que le soleil ne se lève complètement, Eleanor fut brutalement tirée de sa cabane. On ne la conduisit pas vers les champs de coton, mais vers le moulin à sucre, une structure massive et menaçante, dont le bruit incessant résonnait comme le cœur battant de la plantation. Était l'endroit le plus redouté, un labyrinthe de rouages,
de presse et de chaudière où la chaleur était insupportable et le danger, omniprésent. Un instant d'inattention pouvait coûter un membre, voire la vie. Le travail y était mécanique, répétitif, conçu pour ôter toute humanité à ceux qui y étaient enchaînés. En l'assignant au moulin, le colonel ne cherchait pas seulement à la soumettre à un labeur plus pénible. Il la plongeait dans un environnement où la survie individuelle primait sur toute forme de solidarité. Un lieu où la peur constante la couperait définitivement des autres esclaves, et la laisserait seule face à son désespoir. Le colonel attendit que le travail commence pour mettre en scène le prochain acte de sa cruauté. Il se présenta au moulin, accompagné du contremaître Scofield, et fit arrêter les machines. Dans le silence soudain et pesant, il s'adressa directement à Samuel, s'assurant que tous, y compris Éléanore, entendent chaque mot. « Je t'ai confié cette traîtresse, » dit-il d'une voix dénuée de toute émotion. « À partir d'aujourd'hui, sa discipline est entièrement ta responsabilité. Chaque erreur qu'elle commettra, chaque signe de paresse ou d'insubordination, c'est toi qui en payeras le prix. Si elle faiblit, tu seras fouetté à sa place. Si elle s'effondre, tu n'auras pas de ration. Fais-en une travailleuse obéissante, ou subis les conséquences. » Le piège était parfait. Il venait de transformer Éléanore en un fardeau, un danger mortel pour l'homme qu'elle aurait pu considérer comme un espoir, forçant les esclaves à la voir non comme une victime, mais comme une menace, pour leur propre survie. Le travail au moulin se révéla être une torture au-delà de tout ce qu'Éléanore avait enduré. La chaleur étouffante des chaudières lui brûlait les poumons, tandis que le bruit assourdissant des machines l'empêchait de penser. Ses mains, à peine remises du travail dans les champs, furent rapidement lacérées par les cannes à sucre coupantes et les engrenages métalliques. Ses muscles endoloris protestaient à chaque mouvement, et elle, épuisement devint un état permanent, une brume épaisse qui obscurcissait son esprit. Elle travaillait sous le regard constant de Samuel, qui la poussait sans relâche, son visage une masque de sévérité. Il ne pouvait se permettre la moindre pitié, car chaque signe de faiblesse de sa part se traduirait par une punition pour lui. Pour Éléanore, cette surveillance implacable de la part de l'homme qu'elle avait espéré atteindre était une souffrance supplémentaire, un rappel constant qu'elle haine, était plus qu'un outil dont la défaillance entraînerait la douleur d'un autre. Plus dévastateur que la douleur physique était l'isolement total dans lequel elle était désormais plongée. Les autres esclaves du moulin, terrifiés par l'ordre du colonel, Clat-et-Élise évitaient comme la peste. Ils ne lui adressaient jamais la parole, ne croisaient jamais son regard. Elle était devenue un fantôme parmi eux, une présence maudite dont il fallait se tenir à l'écart à tout prix. Même Samuel, en dehors de ses ordres brefs et secs, maintenait une distance glaciale. Le soir, dans la cabane, le silence autour d'elle était une muraille infranchissable. La camaraderie et les moments de soutien mutuel qui aidaient les autres à survivre lui étaient refusés. Elle était seule, complètement seule, piégée entre la cruauté de son père et la peur de ceux qu'elle avait voulu libérer. L'espoir qui l'avait soutenue, cette conviction intime qu'elle pouvait faire une différence, commençait à s'effriter, remplacée par un vide glacial et désespéré. Le point de rupture arriva après plusieurs semaines de ce régime infernal. Épuisée, déshydratée et affaiblie par la faim, Éléanore fit une erreur. Ses mains tremblantes laissèrent tomber une pile de cannes à sucre, bloquant l'un des principaux engrenages de la presse. La machine s'arrêta dans un grincement horrible, et un silence de mort tomba sur le moulin. Le contremaître Scofield se précipita, son fouet déjà à la main, le visage déformé par la rage. Mais avant qu'il ne puisse frapper, la voix du colonel, qui observait la scène depuis l'ombre, retentit. « Non, Scofield. Ce n'est pas ton travail. » Il s'approcha lentement, son regard fixé sur Samuel. « Elle a failli. C'est à toi de la corriger. Prends ce fouet et fais ton devoir. Montre à tous ce qu'il en coûte de perturber le bon fonctionnement de ma plantation. Fais-le, ou prends sa place pour une punition 10 fois plus sévère. » Tous les regards se tournèrent vers Samuel. Il était piégé, son corps tendu comme une corde. Refuser signifiait une mort quasi certaine. Obéir signifiait devenir le bourreau de la femme qu'il était censé protéger, et trahir la lueur de respect qu'il avait pu ressentir pour son courage. Le temps sembla s'arrêter. Lentement, comme un automate, il prit le fouet des mains de Scofield. Il s'approcha d'Éléanore, qui le regardait, ses yeux vides de toute lutte, remplis seulement d'une infinie lassitude. Il leva le bras, et le sifflement du cuir fendant l'air fut le seul son dans le silence oppressant. Le coup ne fut pas d'une brutalité extrême, mais il fut suffisant. Pour Éléanore, ce haine était pas la douleur physique qui la brisa. Était de voir la main qui portait le coup, la main de celui qui représentait son dernier et fragile espoir. Elle s'effondra sur le sol poussiéreux, non pas à cause de la blessure,
mais sous le poids de la défaite totale. Son esprit, enfin, semblait être éteint. L'effondrement d'Eleanor sur le sol poussiéreux du moulin N était pas une fin, mais une naissance. La douleur aiguë du coup de fouet s'estompa rapidement, remplacée par une clarté glaciale qu'elle n'avait jamais connue. Ce N n'était pas la blessure physique qui l'avait brisée, mais la perfection de la cruauté de son père. Il n'avait pas cherché à la punir, mais à anéantir son âme en utilisant la main d'un homme qu'elle aurait pu respecter. Dans cette humiliation totale, elle comprit que la survie ne suffisait pas. Les larmes ne viendraient pas. La supplication était impossible. Au fond de son être, la dernière étincelle de la jeune fille naïve et pleine d'espoir qu'elle avait été éteignit, laissant place à une braise de haine pure et patiente. En se relevant lentement, aidé par personne, son regard haine était plus vide. Il était rempli d'une détermination nouvelle, froide comme l'acier, une promesse silencieuse que le colonel Vance ne pouvait pas encore comprendre, mais qu'il finirait par regretter amèrement. Samuel sentit le poids du fouet dans sa main bien après l'avoir lâché. La honte le brûlait de l'intérieur, mais elle était mêlée à une émotion inattendue. Le respect. Il avait été forcé de participer au spectacle sadique du colonel, un acte conçu pour le briser autant qu'Eleanor, pour lui rappeler que même son intégrité pouvait être transformée en arme contre les siens. Mais en croisant le regard d'Eleanor juste avant de frapper, il n'y avait vu ni peur ni supplication. Il avait vu une compréhension, une acceptation de la douleur, qui transcendait la simple soumission. Elle avait encaissé le coup non pas comme une victime, mais comme une martyre acceptant son sacrifice. Cette force silencieuse changea tout pour lui. Hélène était plus l'ancienne maîtresse, la cause de son tourment. Elle était devenue une sœur dans la souffrance, une égale dans l'oppression. Cette nuit-là, il ne vit plus en elle un fardeau, mais une alliée potentielle, une arme que le colonel lui-même avait involontairement forgée. Les jours suivants, une nouvelle routine s'installa au moulin. Eleanor travaillait avec une efficacité mécanique, ses mouvements précis et infatigables. Elle n'offrait aucune prise à la critique, aucun prétexte à la punition. Le contremaître Scofield la surveillait, frustré de ne trouver aucune faille, tandis que le colonel, observant de loin, se félicitait de sa victoire apparente. Mais sous cette façade d'obéissance, se cachait une activité cérébrale intense. Un après-midi, alors qu'elle transportait des cannes à sucre près de l'endroit où travaillait Samuel, elle laissa délibérément tomber un petit fagot. En se penchant pour le ramasser, hors du champ de vision de Scofield, elle traça rapidement un symbole dans la terre avec une tige de canne. Un simple oiseau stylisé. Le signe de reconnaissance d'un réseau abolitionniste dont elle avait lu les pamphlets. Était un risque immense. Une question posée sans un mot. Le symbole tracé dans la poussière ne laissa pas Samuel indifférent. Il le reconnut immédiatement. Il l'avait vu une fois, des années auparavant, gravé discrètement sur le manche d'un outil appartenant à un homme qui avait réussi à s'enfuir vers le nord. Son cœur se serra. Était-ce un test du colonel? Un piège pour éprouver sa loyauté? Il observa Eleanor, qui continuait son travail sans un regard en arrière, son visage impassible. La prudence lui dictait de l'ignorer, d'effacer le dessin du pied et d'oublier. Mais la lueur qu'il avait vue dans ses yeux le jour du fouet le hantait. Il sentait qu'il ne s'agissait pas d'une ruse. Plus tard dans la soirée, en retournant à la cabane, il passa près d'un vieux foyer éteint. Sans un mot, il ramassa un petit morceau de charbon de bois, et, en passant près de l'endroit où dormait Eleanor, le laissa tomber discrètement à côté de sa paillasse. Ce N n'était pas une promesse, mais une réponse. Une porte venait de s'entr'ouvrir. La nuit, dans le silence étouffant de la cabane, Eleanor utilisa le charbon. Sur des morceaux d'écorce ou des feuilles larges et séchées, elle commença à mettre à profit l'aide, éducation que son père lui avait donnée. Elle dessina de mémoire une carte détaillée de la plantation, marquant les postes de garde, les horaires des patrouilles, et les angles morts. Elle se souvint des conversations entendues lors des dîners de son père, des discussions sur les rendements des récoltes, les dettes contractées, et les expéditions de coton. Son esprit, autrefois tourné vers la philosophie et la littérature, devint une arme stratégique. Elle ne cherchait plus seulement à aider quelques individus à ça et à échapper, elle élaborait un plan pour saper les fondations même de l'empire de son père. Elle analysait le système non pas pour le fuir, mais pour le détruire de l'intérieur, en utilisant les propres outils du colonel, la logique, économie et la planification contre lui. Samuel devint son messager silencieux et son lieutenant. Il comprit rapidement la portée de l'intelligence d'Eleanor. Il ne lui posait pas de questions directes, mais il observait ses dessins et écoutait ses murmures brefs, lorsqu'ils se croisaient dans l'ombre. Son premier rôle fut de rallier un cercle de confiance.
Il s'adressa à 5 autres hommes du moulin, des hommes qu'il connaissait depuis des années, dont la haine pour le colonel était aussi profonde que silencieuse. Il ne leur parla pas d'un plan de rébellion, mais il leur parla d'Éléanore. Il leur raconta comment elle avait enduré le fouet sans un cri, comment elle travaillait sans se plaindre. Il leur expliqua qu'elle n'était pas une espionne, mais une ennemie déclarée de son propre père. Lentement, la méfiance qui entourait la jeune femme commença à se fissurer, remplacée par une curiosité prudente, puis par un respect tacite. La peur qu'elle inspirait se transforma en un espoir fragile. Leur première action fut d'une précision chirurgicale, conçue pour être indétectable. En étudiant les registres qu'elle avait mémorisés, Éléanore avait identifié une vulnérabilité dans la chaîne de production du moulin à sucre. Un retard de quelques heures à une étape cruciale du raffinage pouvait faire fermenter une grande quantité de mélasse, la rendant invendable. Elle expliqua le processus à Samuel par des schémas simples. Le lendemain, lui et ses hommes orchestrèrent une série de petits accidents, parfaitement synchronisés. Un outil qui tombe dans un engrenage, un chariot qui se renverse, une courroie qui se détache. Chaque incident était plausible et isolé, mais leur enchaînement provoqua le retard exact dont Éléanore avait parlé. Le résultat fut une perte financière notable pour le colonel, attribuée officiellement à la négligence et à l'incompétence du contremaître Schofield. La réaction du colonel Vance fut exactement celle qu'Éléanore avait anticipée. Aveuglé par sa propre arrogance, il ne chercha pas plus loin que la paresse et la stupidité qu'il attribuait naturellement à ses esclaves et à ses employés. Il entra dans une fureur noire, humilia publiquement Schofield, et ordonna de doubler les rations de travail pour compenser les pertes. Il ne soupçonna pas un seul instant que l'incident pouvait être le fruit d'une intelligence coordonnée. Il voyait sa fille travailler avec une diligence exemplaire au moulin et y voyait la preuve de son succès, la confirmation qu'il l'avait définitivement brisée et soumise à sa volonté. Cette certitude était sa plus grande faiblesse. Il regardait sa plantation et voyait l'ordre et la discipline, alors qu'en réalité, sous la surface, un cancer silencieux commençait à ronger les piliers de son royaume. La jeune femme idéaliste qui avait risqué sa vie pour des principes moraux avait disparu, consumée par le feu de l'humiliation. À sa place se tenait une stratège impitoyable, dont le cœur battait au rythme d'une vengeance froide et calculée. L'alliance improbable entre la fille du maître et les hommes qui l'opprimaient était désormais scellée, non pas par des paroles, mais par des actes secrets, et une confiance mutuelle forgée dans le danger. Chaque jour, sous le regard satisfait du colonel, leur réseau invisible gagnait en force, et en audace. Ils étaient plus de simples esclaves subissant leur sort. Ils étaient devenus des saboteurs, des espions, les architectes de la chute de leur tyran. Une guerre silencieuse avait commencé au cœur de la plantation Vance. Une guerre dont le colonel ignorait tout, mais dont il serait bientôt la principale victime. La tension montait, invisible et mortelle. Le succès de leur premier sabotage, bien que modeste, eut l'effet d'une décharge électrique sur le petit groupe de conspirateurs. La fureur du colonel Vance, dirigée non pas vers eux, mais vers le contremaître Schofield, leur prouva une chose essentielle. Leur ennemi était arrogant, et l'arrogance le rendait aveugle. Il était incapable d'imaginer une intelligence coordonnée, parmi ceux qu'il considérait comme du bétail. Pour Éléanore, cette prise de conscience fut un tournant. La simple perturbation des opérations ne suffisait plus. Elle comprit que pour détruire un homme comme son père, il ne fallait pas s'attaquer à ses biens, mais à la fondation même de son pouvoir, son honneur. Elle devait trouver un moyen de le démolir, non pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'homme, aux yeux de ses pairs. Pour cela, elle avait besoin de preuves, d'informations que l'on ne pouvait trouver que dans un seul endroit, le cœur de la grande maison, le bureau personnel de son père. C'était là que se trouvait le véritable arsenal de sa vengeance. Le défi était immense. Comment une esclave travaillant au moulin, une paria surveillée de près, pourrait-elle infiltrer le sanctuaire du colonel? Le plan fut élaboré dans le secret des nuits, par des chuchotements à peine audibles. C'est Samuel qui trouva la solution, une stratégie basée sur une connaissance intime de la psychologie de leur maître. Le colonel ne voyait plus Éléanore comme sa fille, mais comme un trophée de sa propre fermeté, une bête qu'il avait domptée. Il fallait donc lui présenter une Éléanore parfaitement brisée. Pendant plusieurs jours, elle simula une apathie totale, travaillant avec une lenteur mécanique, le regard vide, ne réagissant à rien. Samuel se chargea alors de faire passer le mot, via une vieille cuisinière de la maison, que la fille Vance était devenue si docile et inoffensive, qu'elle serait plus utile à des tâches simples et répétitives à l'intérieur, comme polir l'argenterie, ou laver les sols. L'idée était de la rendre invisible en la plaçant juste sous les yeux de son père.
La suggestion remonta jusqu'au colonel, qui y vit l'apogée de son triomphe. Voir sa fille, autrefois si fière et éduquée, à genoux en train de frotter ses planchers, était une satisfaction suprême, la confirmation ultime de son pouvoir. Il accepta. Éléanore fut donc transférée de la brutalité du moulin au silence oppressant de la grande maison. Elle devint une ombre, se déplaçant dans les couloirs qu'elle avait autrefois parcourus en tant que maîtresse des lieux. Elle nettoyait, servait, et surtout, elle écoutait. Chaque conversation surprise entre son père et ses visiteurs, chaque ordre donné aux domestiques, chaque document laissé sur une table, était une pièce du puzzle qu'elle assemblait méticuleusement dans son esprit. Elle apprit les routines, les heures où son père était absent de son bureau, l'emplacement de ses clés. Sa soumission apparente était un masque parfait, dissimulant une prédatrice en chasse, patiente et déterminée. Pendant des semaines, elle joua son rôle à la perfection, endurant les regards méprisants de sa propre famille et des invités. Elle était un fantôme dans sa propre maison, une humiliation vivante, qui ne suscitait plus que de l'indifférence. Une nuit, alors que le colonel était parti pour une réunion de planteurs dans le comté voisin, une occasion se présenta. Sous prétexte de devoir cirer les parquets du bureau, elle s'y enferma. Son cœur battait à tout rompre, mais ses mains étaient stables. Elle savait, pour l'avoir observé des centaines de fois, où son père cachait la petite clé en laiton de son secrétaire personnel, derrière un lourd volume de l'histoire romaine. Avec une précision chirurgicale, elle ouvrit le tiroir secret et trouva ce qu'elle cherchait. Ce N n'était pas un simple livre de comptes, mais un grand registre relié en cuir, contenant des années de transactions, de correspondances et de notes personnelles, le véritable cœur de l'Empire Vince. Le contenu du registre dépassait ses pires soupçons. Elle y découvrit la preuve irréfutable de l'hypocrisie de son père. Il y avait des registres codés, détaillant des ventes secrètes et illégales de coton à des industriels du Nord, ces mêmes abolitionnistes qu'il condamnait publiquement, avec tant de véhémence lors de ses dîners. Pire encore, elle trouva des notes sur des accords fonciers frauduleux, des contrats falsifiés qui avaient permis au colonel de s'approprier les terres de ses voisins moins fortunés, ruinant des familles qu'il prétendait considérer comme des amis. Son père N était pas seulement un maître cruel, C était un escroc et un traître à sa propre classe sociale. C était l'arme parfaite. Nuit après nuit, risquant la mort à chaque instant, elle recopia méticuleusement les passages les plus accablants sur des chutes de papier volées, utilisant du jus de baie en guise d'encre. Chaque mot copié était un clou de plus dans le cercueil de la réputation de son père. Une fois les preuves rassemblées et cachées en lieu sûr, la stratégie d'Éléanore entra dans une nouvelle phase, plus subtile et plus dangereuse. Il ne s'agissait plus seulement de sabotage matériel, mais de guerre psychologique. Par l'intermédiaire de Samuel, qui avait des contacts discrets parmi les esclaves des plantations voisines, ils commencèrent à distiller des rumeurs. Des chuchotements sur les difficultés financières du colonel Vance, sur des cargaisons de coton qui disparaissaient mystérieusement, sur des dettes qui s'accumulaient. Ces histoires, voyageant de cabane en cabane, finissaient inévitablement par atteindre les oreilles des maîtres, semant des graines de méfiance et de doute parmi les pairs du colonel. Le but était de préparer le terrain, de créer un climat de suspicion, qui rendrait la révélation finale encore plus dévastatrice. Il retournait contre lui l'arme la plus précieuse du Sud, la réputation. Pendant ce temps, le colonel Augustus Vance se délectait de sa position. Il voyait sa fille, réduite à une servante silencieuse, et sa plantation, qui semblait avoir retrouvé son rythme de production après quelques incidents mineurs, et il se sentait invincible. Son arrogance, nourrie par la soumission apparente de tous ceux qui l'entouraient, l'aveuglait complètement. Il était incapable de voir le réseau qui se tissait dans l'ombre, incapable de sentir le sol qui se dérobait sous ses pieds. Il croyait avoir gagné la guerre contre l'insubordination de sa fille, alors qu'il n'avait fait que lui fournir le champ de bataille et les armes pour sa propre destruction. La tension sur la plantation était devenue palpable, non pas comme le grondement d'un orage imminent, mais comme le silence mortel qui le précède. Le public ne le savait pas encore, mais la chute spectaculaire du tyran était désormais inévitable. Le grand dîner battait son plein dans la demeure des Vance, une tentative désespérée du colonel pour projeter une image de stabilité et de richesse inébranlable. Les plus grands propriétaires terriens et créanciers du comté étaient présents, leurs regards scrutateurs analysant chaque détail, de l'argenterie étincelante à la nervosité à peine dissimulée de leur hôte. Le colonel Augustus Vance, vêtu de son plus bel habit, jouait le rôle du patriarche confiant, levant son verre à la prospérité du Sud et à l'honneur qui les liait. Pourtant, derrière son sourire forcé, une angoisse palpable transparaissait. Les rumeurs sur ses difficultés financières étaient répandues comme une traînée de poudre, et cette soirée était sa dernière chance de sauver sa fortune, et, plus important encore,
sa réputation. Il se sentait épié, jugé, et sa paranoïa grandissante le poussait à voir des menaces dans chaque silence, dans chaque regard fuyant de ses invités. Il ignorait que la véritable menace, N, n'était pas assise à sa table, mais attendait son heure dans l'ombre de sa propre maison. Alors que le dessert était sur le point d'être servi, les portes massives du salon s'ouvrirent brusquement, sans qu'aucun domestique ne les ait annoncées. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce lorsque Eleanor apparut sur le seuil. Elle, naine, était plus l'ombre soumise qui frottait les planchers. Vêtue d'une simple robe de toile brute, propre mais austère, elle se tenait droite, le menton levé, son regard brûlant d'une intensité glaciale. La fragilité avait laissé place à une force dure comme le granit, forgée dans la douleur et l'humiliation. Derrière elle, comme des piliers sombres et silencieux, se tenaient Samuel et les 5 autres hommes du moulin. Leurs visages étaient impassibles, leurs bras croisés sur leurs torses puissants. Ils ne portaient aucune arme, mais leur simple présence suffisait à remplir la pièce d'une tension électrique et menaçante. Ils n'étaient pas des esclaves venus servir, mais des témoins venus assister à un jugement, et leur silence était plus assourdissant que n'importe quel cri. Le visage du colonel Vance passa de la stupéfaction à une fureur écarlate. « Que signifie ceci » gronda-t-il, sa voix tremblant de rage. « Sortez d'ici ! Garde !» Mais personne ne bougea. Les invités étaient figés sur leur siège, fascinés par cette scène surréaliste. Eleanor avança de quelques pas dans la pièce, son regard ne quittant jamais celui de son père. Sa voix, lorsqu'elle parla, n'était pas celle d'une fille suppliante, mais celle d'une accusatrice devant un tribunal. « Je ne suis pas venu vous déranger, père. Je suis venu m'adresser à vos invités. » Elle se tourna vers l'assemblée, son calme contrastant violemment avec la fureur de son père. « Vous êtes tous ici pour parler d'affaires et d'honneur avec Augustus Vance. Je crois qu'il est de mon devoir de vous informer de la véritable nature de l'homme avec qui vous vous apprêtez à traiter. Laissez-moi vous parler de son honneur. » Le mot était prononcé avec un tel mépris que le colonel sentit un frisson glacial parcourir son échine. Sans attendre de réaction, Eleanor commença son réquisitoire implacable. Elle révéla d'abord la plus grande hypocrisie de son père, ses transactions secrètes avec le Nord. D'une voix claire et précise, elle cita des noms, des dates et des montants tirés du registre qu'elle avait mémorisé. Elle décrivit les cargaisons de coton vendues en contrebande à des industriels de Boston et de New York, ces mêmes abolitionnistes que son père vilipendait publiquement comme des ennemis de leur mode de vie. Elle expliqua comment l'argent de ces ventes illégales, de l'argent impur, avait servi à financer le luxe dans lequel il dînait ce soir-là. Un murmure d'incrédulité et de dégoût parcourut la salle. Les invités se regardaient, leurs visages se durcissant. Traiter avec l'ennemi était la trahison ultime, une souillure qui ne pouvait être lavée. L'eau, édifice de la réputation du colonel, commençait à se fissurer de toutes parts. Avant que quiconque puisse reprendre ses esprits, Eleanor porta le coup de grâce. Elle se tourna vers plusieurs planteurs présents dans la pièce, les nommant un par un. « Monsieur Dubois, vous souvenez-vous comment votre voisin, Monsieur Carmichael, a perdu ses terres il y a 5 ans après une mauvaise récolte? Mon père lui a offert un prêt amical. » Puis, s'adressant à un autre, « Monsieur Bourgard, la faillite de votre beau-frère N n'était pas due à la malchance, mais à un contrat délibérément truqué. » Elle exposa, avec des détails accablants, les fraudes foncières, les prêts usuraires et les contrats falsifiés par lesquels son père S était enrichi en ruinant ses propres pairs, ceux qu'il appelait ses amis. Cette fois, ce N était plus de la simple hypocrisie. C était une trahison personnelle, une attaque contre leur propre classe. La colère dans la pièce devint palpable, froide et tranchante, comme une lame de rasoir. Le colonel N était plus seulement un hypocrite. Il était un prédateur au sein de sa propre meute. « Menteuse !» hurla enfin le colonel, sa voix rauque de désespoir. « C'est une folle, la vie d'esclave lui a fait perdre la raison. Ce ne sont que des paroles sans fondement. » Il cherchait du soutien dans les yeux de ses invités, mais ne rencontra que des regards de pierre. C'est à ce moment qu'Eleanor fit un signe de tête discret à Samuel. L'homme s'avança, impassible, et déposa sur la table à manger, au milieu des assiettes en porcelaine et des verres en cristal, une liasse de papier jauni. Étaient les copies qu'Eleanor avait faites du registre, les preuves irréfutables de chaque accusation qu'elle venait de prononcer. La calligraphie distinctive du colonel était reconnaissable entre toutes. Il regarda les documents, puis les visages de ses anciens amis, et comprit que tout était terminé. Sa force imposante sembla l'abandonner. Il s'affaissa sur sa chaise, le souffle coupé, un homme brisé, vaincu non par la violence, mais par la vérité méticuleusement dévoilée par la fille qu'il avait cru détruire.
Le sortilège du pouvoir et de la peur était rompu. Un par un, les invités se levèrent, sans un mot. Ils jetèrent leurs serviettes sur la table en signe de mépris final et quittèrent la pièce dans un silence glacial, qui était la plus cruelle des condamnations. Ils n'avaient pas besoin de débattre. Le jugement avait été rendu. Augustus Vance resta seul dans son immense salle à manger, entouré des restes d'un festin qui célébrait sa propre chute. Son empire, bâti sur l'honneur et la tromperie, venait de Samite, écroulé en l'espace de quelques minutes. Éléanore, Samuel et les autres hommes ne bougèrent pas. Ils le regardèrent, non pas avec haine, mais avec le calme distant de ceux qui ont enfin obtenu justice. Dans la pièce, le pouvoir venait de changer de main. La fille traîtresse et les esclaves qu'elle avait rejoints étaient désormais les maîtres de son destin, et le silence qui régnait était le prélude à la chute finale du tyran. Dans le chaos qui suivit le départ des invités, la plantation Vance plongea dans une paralysie soudaine. L'autorité du colonel, brisée en une seule soirée, était plus qu'un souvenir. C'est à ce moment précis que le plan d'Éléanore et de Samuel atteignit son apogée. Ce ne fut pas une révolte sanglante, mais une évasion méthodique, silencieuse, et d'une efficacité redoutable. Des dizaines d'esclaves, prévenus à l'avance par le réseau de confiance de Samuel, se rassemblèrent dans l'obscurité. Ils ne prirent presque rien, se déplaçant comme des ombres vers les points de fuite qu'Éléanore avait cartographiés. Les contremaîtres, privés d'ordre et de leur chef, furent incapables de réagir. Au lever du soleil, les champs étaient vides, les cabanes désertes, et le moulin à sucre silencieux. Augustus Vance resta seul dans sa grande maison, un roi déchu régnant sur un royaume de fantômes, ruiné non seulement financièrement, mais surtout dans son âme, condamné à vivre avec le souvenir de sa propre destruction. Le voyage vers le nord fut une épreuve, mais une épreuve vécue dans la liberté. Guidé par l'intelligence stratégique d'Éléanore et la connaissance du terrain de Samuel, le groupe surmonta les dangers des patrouilles, des chasseurs d'esclaves et des éléments naturels. Ils c'était plus une collection d'individus brisés, mais une communauté soudée par un objectif commun. Lorsqu'ils atteignirent enfin les terres libres du Canada, leur histoire avait déjà commencé à les précéder, transmise de bouche à oreille le long du chemin de fer clandestin. La nouvelle de l'effondrement spectaculaire de l'Empire Vance et de la fuite massive qui s'ensuivit devint une légende. Éléanore était plus connue comme la fille traîtresse, mais comme un symbole de résistance, une stratège qui avait utilisé éducation de son oppresseur pour le démanteler de l'intérieur. Samuel, quant à lui, fut reconnu comme un leader, dont la force silencieuse avait su inspirer la confiance et l'action. La plantation Vance, autrefois un symbole de pouvoir et de richesse dans le Mississippi, tomba rapidement en ruine. Personne ne voulut racheter une terre maudite par la disgrâce et la faillite. La nature reprit lentement ses droits, les vignes envahissant la grande maison et les champs de coton retournant à elle, état sauvage. L'histoire d'Éléanore fut imprimée dans les journaux abolitionnistes, devenant un puissant témoignage de la corruption morale inhérente au système esclavagiste. Son récit, venant de l'intérieur même de l'aristocratie du Sud, était une arme de propagande inestimable, prouvant que la tyrannie finit toujours par engendrer les instruments de sa propre chute. Elle montra au monde qu'une seule personne, armée de courage et de conviction, pouvait faire trembler les fondations d'un empire. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un « j'aime » et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé. Éléanore et Samuel ne se contentèrent pas de leur propre liberté. Ils dédièrent le reste de leur vie à la cause abolitionniste, utilisant leur expérience unique pour aider à planifier et à financer d'autres évasions, sauvant des centaines d'autres vies. Leur histoire devint un rappel puissant que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir d'opprimer, mais dans la capacité à s'unir à ceux qui souffrent. L'héritage du colonel Vance fut celui de la honte et de l'oubli, tandis que celui de sa fille devint une lueur d'espoir dans les heures les plus sombres de l'histoire américaine. Leur victoire enseigna une leçon intemporelle. Les systèmes les plus brutaux portent en eux les graines de leur propre destruction, et les armes les plus redoutables contre la tyrannie ne sont pas la haine et la violence, mais l'intelligence, la dignité et l'alliance inattendue entre ceux que le pouvoir cherche désespérément à diviser.